réfléchir, lire, discuter. Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous les auditeurs de Westrack et meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025. Alors l'émission d'aujourd'hui aura un format particulier parce que contrairement à ce qui se fait d'habitude, elle ne traitera pas d'une question particulière en montrant comment la lecture d'une œuvre philosophique permet d'y réfléchir. Elle consistera dans un entretien avec mon collègue et ami Yann Mouton qui vient de publier un ouvrage sur Jean-Jacques Rousseau, et j'en donne le titre, Jean-Jacques Rousseau, manière d'écrire et manière d'être. Ouvrage publié dans une nouvelle maison d'édition qu'il vient de créer avec son ami Jean Bourgault, les éditions Les Grands Détroits. Ainsi, donc, Yann Mouton n'est pas seulement un auteur, c'est aussi un éditeur. Alors, Yann Mouton est rouennais, il a longtemps enseigné dans la région rouennaise et j'ai profité de l'occasion de sa venue au Havre, où il a donné hier soir une conférence sur le discours de la servitude volontaire de la Boétie dans le cadre de l'association populaire de philosophie du Havre Philopop, pour l'inviter ce matin à une interview sur les ondes de Radio Westrack, radio associative havraise. Alors, notre entretien commencera par des questions d'ordre général, sur l'itinéraire de Yann, sur le projet et la méthode de son livre, sur les raisons qui l'ont déterminé à l'écrire, et puis aussi sur le titre de l'ouvrage. Mais auparavant, il me semble utile de présenter très brièvement Jean-Jacques Rousseau, à propos de qui Yann a écrit cet ouvrage. Alors, Jean-Jacques Rousseau est né en 1712 à Genève, il est mort en 1778 à Ermenonville, et chacun sait sans doute que Rousseau est un grand philosophe de langue française, un Genevois, et qu'il est considéré comme l'un des inspirateurs des révolutionnaires français. Alors, parmi ses écrits, on peut citer le fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, paru en 1755, appelé souvent le second discours, son traité d'éducation, les 1000, paru en 1762, et la même année, son grand écrit de philosophie politique, le contrat social. Et puis un an auparavant, il avait écrit en 1761 un grand roman épistolaire, Julie ou la nouvelle Héloïse. Il a écrit aussi une autobiographie en 1768 assez célèbre, qui s'appelle Les Confessions. Et puis on citera enfin sa dernière œuvre, écrite en 1778, Les Rêveries du promeneur solitaire. Alors on sait assez peu que Jean-Jacques Rousseau n'était pas seulement un écrivain, mais aussi un musicien. Il a composé notamment un opéra, le Devin du village. Il en a écrit les paroles, il en a composé la musique. Et cet opéra fut joué en 1752 au château de Fontainebleau, devant Louis XV et la cour. Et d'ailleurs, dans ses confessions, Rousseau relate l'événement avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion. Et donc, pour bien faire, justement, les pauses musicales de notre émission seront des extraits du Devin du village. Et vous pourrez ainsi écouter du Rousseau, comme vous avez déjà sans doute pu écouter du Vivaldi. Bon, alors, après ces quelques indications sur Jean-Jacques Rousseau, nous allons parler de l'ouvrage de Yann. Et d'abord, je vais lui demander, est-ce que tu peux rapidement nous résumer ton itinéraire et nous indiquer pourquoi tu portes une telle prédilection à Rousseau? Bonjour à tous, merci à Westrack et à toi Didier de votre accueil. Tous mes vœux à vous et tous mes vœux aux auditrices et aux auditeurs. Mon itinéraire est tout à fait classique, étudiant puis professeur de philosophie, étudiant à Caen puis à Paris 1, et là la rencontre des auteurs bien sûr, mais aussi de grands maîtres, de grands professeurs, de grandes figures de professeurs.
Et puis un seul point sur cet itinéraire d'étudiant. J'avais 20 ans en 68, comme ça les auditeurs pourront calculer mon âge. Ce qui évidemment a marqué mon itinéraire de pensée, de vie, de façon significative. Voilà, pour étudiant, professeur, j'ai donc enseigné dans un lycée de la périphérie de Rouen, un lycée qui était réputé sensible, difficile. J'y suis volontairement resté 20 ans et ça a été pour moi une très belle expérience en fait. Voilà, j'en ai gardé un excellent souvenir et je termine sur ce point de l'enseignement par le fait que j'ai terminé par ma carrière d'enseignant et dans ce lycée en jumelant mon lycée avec un autre lycée de périphérie, mais de la périphérie de Dakar. Et donc ça a donné lieu à des échanges. Il y a eu des professeurs et des élèves qui sont allés là-bas et des élèves de là-bas qui sont venus ici à Rouen. Et c'est l'occasion de dire que indépendamment de Rousseau et d'autres, je suis particulièrement intéressé par les penseurs d'Afrique, par des gens comme Souleymane Bachir Diagne, Achille Mbembe, Felwine Sarr. Et Souleymane et Felwine, avec mon ami Jacques Lemierre, j'ai eu l'occasion de les inviter et de présenter leurs ouvrages dans le cadre de Cité Philo à Lille. Voilà, et dans le même temps que j'étais professeur au lycée, j'étais chargé de cours pendant 20 ans aussi à l'université de Rouen. Et alors pour Rousseau, ta prédilection? Alors pour Rousseau, pourquoi donc ça, c'est dès les études que j'étais tout à fait intéressé, un peu fasciné par Rousseau. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est sans doute la multiplicité des genres que Rousseau a décidé d'utiliser, de pratiquer. Il est l'homme de tous les genres. Les essais, le roman, l'autobiographie, une sorte de poésie en prose, comme c'est le cas dans les rêveries, sans compter en effet la musique. L'homme de tous les genres. Et j'ai eu très vite le sentiment que quelqu'un qui tentait tant de modes, de formes d'expression devait avoir quelque chose de tout à fait singulier à dire. Voilà, et donc je me suis lancé au gré du cursus, des études, dans un certain nombre de travaux sur Rousseau, puis des cours sur Rousseau à l'université, et puis finalement, effectivement, à partir de tout ce travail, à partir de cette expérience de l'enseignement de Rousseau, la rédaction de cet ouvrage. Alors, de quelle manière tu l'as conçu, justement, cet ouvrage? Parce que je lis dans ton introduction qu'il s'agit pour toi, donc, de se défaire du dangereux sentiment de familiarité qui risque de faire obstacle à la lecture de l'œuvre de Rousseau. Et je lis encore qu'il est question, je te cite, d'éprouver, à l'occasion de sa lecture, la surprise ou l'inquiétude qui inspire toute véritable rencontre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, Rousseau, c'est vraiment par excellence l'auteur des morceaux choisis. C'est peut-être d'ailleurs le revers de la médaille de la diversité des genres qu'il a pratiqué. Il est celui dans lequel on a beaucoup pillé pour des morceaux choisis, soit en philosophie, soit en littérature. Et il est du coup aussi l'objet finalement de grilles de lecture qui sont devenues en effet des écrans à la compréhension et à la lecture de son véritable propos. Je peux en citer un ou deux comme ça. Rousseau le mélancolique, on peut dire aussi Rousseau le pré-romantique, ça c'était pour les morceaux choisis de littérature.
On peut citer aussi dans les propositions philosophiques Rousseau, l'homme de la bonté naturelle, de l'homme sauvage, ce qui est un contresens de lecture, puisque on va le voir tout à l'heure, on en parlera. Mais pour Rousseau, d'abord, l'homme dans l'état de nature, c'est une hypothèse d'école pour tenter de penser un homme avant l'histoire, avant la société, un homme qui est stricte, pure liberté. Et l'homme dans l'état de nature, comme il n'a de contact avec personne, il ne peut donc être ni bon, ni mauvais, ni méchant. Voilà, donc il est innocent d'une certaine manière. Comme un animal. Comme l'animal. Oui. Alors, tu présentes ton livre comme un travail qui a un sens pédagogique, en ce qu'il s'agit, et là je te cite encore, en partant de la lecture de quelques extraits, dont la plupart sont connus, d'en mesurer le caractère à la fois étonnant et audacieux, et ce sont tes adjectifs. Alors, en quoi consiste précisément le caractère pédagogique de ton travail ? Oui, ça ne veut pas dire que c'est un manuel de lecture de Rousseau, mais en effet, il y a une dimension pédagogique qui consisterait à rompre avec les grilles de lecture, les préjugés dont je parlais tout à l'heure, qui sont quand même, concernant Rousseau, la faute à Rousseau, sont quand même des préjugés assez massifs. Rompre avec ça et revenir à la lettre de texte, ce que je disais tout à l'heure, qui sont souvent, puisqu'ils sont rédigés dans des genres littéraires, des genres d'écriture extrêmement variés, à la lettre de texte qui sont tout à fait étonnants, et donc se laisser à nouveau surprendre, intriguer, émerveiller par le texte même de Rousseau, l'écriture de Rousseau. Et alors, juste un mot, à mon avis, ça ne vaut pas seulement pour Rousseau, mais je crois que cette expérience de la lecture, je propose d'en partager le plaisir, vraiment. Je propose aux lecteurs d'en partager le plaisir. C'est ce que nous essaierons de faire tout à l'heure avec quelques extraits. Alors, le titre de ton ouvrage ne peut manquer d'intriguer le lecteur, puisque je le cite, c'est Jean-Jacques Rousseau, manière d'écrire et manière d'être. Alors, comment l'entendre ? Alors, tu as raison, les deux formules sont des formules de Rousseau, donc qui sont empruntées, j'aurais pu les mettre entre guillemets, mais ça rendait le titre là, d'un point de vue un peu compliqué, un peu lourd. Manière d'être, on y reviendra tout à l'heure. C'est donc il s'agit de la thèse majeure de Rousseau selon laquelle l'homme est liberté. Voilà. On reviendra on en précisera un petit peu le contenu de cette proposition. Ensuite, manière d'écrire, ça signifie d'une part que Rousseau a pratiqué cette liberté, cette créativité, dans tous ces choix d'écriture dont je parlais tout de suite, mais ça signifie aussi que il va au cours de son itinéraire et en particulier à la fin de son œuvre, dans les dernières œuvres de son écriture, de ses travaux, il va revendiquer pour lui le statut d'auteur comme celui qui d'abord témoigne de la liberté qui est la nôtre, non seulement qui est la nôtre, mais que nous sommes. Alors justement, ton ouvrage est composé de 5 chapitres qui ont chacun pour titre un pronom. Alors, je les cite dans l'ordre. Il y a d'abord le « il », il y a ensuite le « moi », le « soi », le « nous » et enfin le « je ». Alors, pourquoi ces pronoms et à quoi renvoient-ils ? Voilà, alors là on entre dans le corps du texte, du travail. Au départ, il y a la proposition de la liberté. Dès ses toutes premières œuvres, en particulier dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, donc 1755, la première partie, la première moitié de cet ouvrage
est consacrée, Rousseau la consacre à exposer sa conception de l'homme, ce qu'on appellerait aujourd'hui en philosophie son anthropologie, la conception de l'homme. Et alors pour lui, l'homme a beau être un organisme, un corps, de ce point de vue-là, d'une certaine façon, un animal, un vivant, un animal, il n'est pas réductible à cet organisme. Notre être n'est pas réductible au corps que nous sommes, cependant. Non seulement nous avons un corps, mais nous le sommes, mais nous ne sommes pas non plus réductibles à ce corps que nous sommes. Il y a, par ailleurs, une sorte de capacité à tous les possibles, sans aucune espèce de limite ni de borne que Rousseau désigne. Il est un des premiers à le désigner de façon aussi radicale avec ce terme-là, que Rousseau choisit, parce que c'est un choix d'écriture finalement, désigne de désigner comme la liberté. Voilà. Et donc le paradoxe, c'est que nous sommes un vivant libre. Et c'est très beau parce que vivant, d'une certaine manière, ça veut dire que nous répondons à toute une série de lois qui sont les lois de la biologie. Et libre, ça veut dire que nous ne sommes pas réductibles et ni soumis à ces lois. Et là, il y a un paradoxe que Rousseau a décidé de soutenir. Et alors pourquoi ces pronoms ? Alors, puisque nous ne sommes pas réductibles à un organisme, d'une certaine manière, nous ne sommes réductibles à aucune sorte de réalité. Donc, pas une réalité biologique, mais pas non plus une réalité qui serait une sorte de complexion psychologique héritée de notre histoire, de notre éducation, voilà, mais pas non plus même une réalité spirituelle au sens religieux du terme. Nous ne sommes pas une âme, pas, voilà. Et donc, en aucun sens, nous ne pouvons être quelque chose. Du coup, puisque Rousseau maintient très logiquement, parce que c'est un auteur qui a une rigueur qui n'apparaît peut-être pas toujours à la première lecture, mais une grande rigueur, il va rester fidèle à sa thèse, puisque nous ne sommes pas quelque chose, en aucun sens quelque chose, aucun nom ne permettra de désigner la condition qui est la nôtre. Nous ne relevons pas d'un nom. Et du coup, très logiquement, l'idée c'était de repérer finalement dans l'œuvre de Rousseau, dans toutes les œuvres de Rousseau, une série de pronoms. Et l'avantage du pronom et des pronoms, c'est qu'ils ne désignent pas des choses, mais des agents, des manières d'agir et de faire. Alors, au singulier, au pluriel, au masculin, au féminin, voilà, à la première personne du singulier, à la première personne du pluriel, etc. Autant de manières d'exercer notre liberté. Et j'ai fini par remarquer qu'en effet, dans l'œuvre on pouvait scander l'œuvre de Rousseau à partir d'une série de pronoms. Chaque pronom est une certaine manière, désigne une certaine manière d'exercer notre liberté. Alors ça commence par le « il ». Voilà, alors le « il ». Le « il », c'est le pronom quasi anonyme qui nous désigne à partir de notre manière d'être, à partir de la liberté que nous sommes. Il est libre. Voilà, l'homme est une bête, dit-il, mais il est aussi un être libre. Ça, c'est la liberté entre en scène et est présentée par Rousseau sous cette forme, sous la forme de son pronom impersonnel. Ensuite, il y a le moi. Alors, le moi, c'est très très passionnant. Là, ça se réfère, c'est surtout présent dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Le moi, c'est le pronom qui correspond au moment où la liberté que nous sommes rencontre le monde. Le monde au sens physique du terme, mais le monde aussi évidemment au sens social du terme, c'est l'histoire. Le moi, c'est la liberté dans l'histoire.
Et qui est en conflit souvent Voilà. avec les autres. Et qui est en conflit avec d'autres moi, d'autres trajets, d'autres parcours, d'autres pôles de décision, finalement. Donc c'est la multiplicité des libertés qui font l'histoire. Et le moi, c'est ce moment-là, c'est la liberté à l'épreuve de l'histoire. D'accord. Ensuite, il y a le soi. Alors le soi, là, ça correspond plutôt un ouvrage auquel Rousseau tient beaucoup, c'est l'Émile, qui se présente comme un traité d'éducation et qui est en fait son ouvrage de philosophie explicite. Il le revendique comme tel, c'est son système. C'est une œuvre très 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 belle, mais très riche. C'est le moment, ce moment-là de l'œuvre de Rousseau correspond au moment où la liberté et le moi, la liberté qui s'éprouve dans l'histoire, se retourne sur elle-même et se réfléchit. Réfléchit les facultés qui sont les siennes, les décisions qui sont les siennes, les risques qu'il prend, les projets qu'il fait, qu'il nourrit. Voilà. Donc c'est le moment réflexif de cette liberté. Et aussi le moment où, par conséquent, elle s'intériorise dans une conscience. Et le nous ? Et le nous, eh bien, le il libre, le moi historique, le soi réfléchit finalement ces premières étapes et réalise dans tous les sens du verbe que cette histoire qui est la sienne, qui est devenue la sienne, est pour l'essentiel désastreuse, violente, faite de toutes les catastrophes, de toutes les vicissitudes. Et la question est-ce qu'on peut imaginer que la liberté que nous sommes puisse avoir une histoire qui est fidèle à l'état pacifique qui était celui de la liberté dans son monde. Et ce que le Rousseau va proposer, c'est que il y a en effet une histoire possible de la liberté à une condition, à la condition qu'elle se conjugue, cette fois-ci, au pluriel. C'est le nous. Et c'est évidemment ce qui va être développé dans l'œuvre peut-être la plus célèbre de Rousseau, le contrat social. Mais dans la Julie ou la Nouvelle Héloïse, c'est exactement la même chose. C'est un roman épistolaire, rencontre amoureuse, etc. C'est la passion, donc c'est un moment du soi, mais c'est aussi le moment où ça va être l'occasion pour Rousseau de développer toute une série de propositions quant au nous. Donc le nous, c'est l'hypothèse selon laquelle il y a une histoire possible de la liberté au pluriel, à condition, juste un mot, parce que c'est quand même l'œuvre majeure de Rousseau, à condition que un pluriel d'individus libres, d'êtres libres, prêtent ensemble un serment, le pacte social, à savoir qu'ils s'engagent à ne pas dominer. Voilà. Et à partir de ce serment, eh bien, on pourra reconstruire toute une série de modalités de vie sociale. C'est-à-dire que la liberté, ici, n'a de réalité que politique. Elle n'a de réalité que politique. Rousseau dit à un moment dans le contrat social, la liberté pour moi, elle n'est pas d'abord une question métaphysique, dit-il, parce que c'est en effet en ce sens-là que elle est souvent traitée en philosophie, dans la philosophie qui précède Rousseau, mais elle est une question relative aux relations des hommes les uns à l'égard des autres, quoi. Et enfin, une question politique. Et enfin, donc, il y a le jeu. Et enfin, il y a le jeu. Alors, c'est un moment très, très... qui est peut-être le plus beau et le plus difficile, en un sens, mais qui est très beau. C'est le moment... alors, c'est du point de vue des œuvres, c'est les confessions, les rêveries, et entre les deux, une œuvre très importante, en volume, qui sont les dialogues. Le sous-titre, c'est Rousseau, juge de Jean-Jacques, une sorte
d'auto-plaidoyer de Rousseau parce que il arrive à l'époque où il a subi toute une série de difficultés dans ses relations avec les autorités religieuses, politiques, etc. Et donc il y a un plaidoyer de Rousseau, juge de Jean-Jacques, et puis les rêveries du promeneur solitaire. À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, deux choses rapidement. Premièrement, le bilan du contrat social. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est pas un modèle de constitution. C'est même plutôt l'hypothèse qu'aucune constitution n'est vraiment fidèle à la liberté qui est la nôtre et même au serment que les contractants ont passé, à savoir de ne pas dominer. Toute constitution, tout gouvernement, dit Rousseau, tend à dégénérer en domination. Et alors, est-ce qu'il faut en tirer une leçon pessimiste de la politique? Et la réponse de Rousseau, c'est justement non. Il reste que chacun doit et peut et doit d'abord revendiquer la liberté qu'il a et qu'il est. Et le jeu des rêveries n'est pas du tout un jeu individuel. Le jeu de l'individu Jean-Jacques Rousseau qui se plaint, qui se lamente sur son sort, etc. En fait, il faut entendre ce jeu comme le moment où la liberté prend elle-même la parole en son nom. D'accord. Alors, donc je pense que après cette présentation générale, il conviendra que nous voyons en fait de quelle manière ton livre justement, s'interroge sur quelques extraits significatifs de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau pour illustrer ta démarche. Alors, on ne pourra pas, bien sûr, prétendre rendre compte de la richesse de toutes tes analyses, c'est clair, mais on peut peut-être essayer d'en donner un petit aperçu. Et c'est ce que je propose de faire après une première pause.
Pour donner un aperçu de la rencontre à laquelle Yann Mouton nous convie avec l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, je propose que nous retenions 2 extraits de son œuvre parmi ceux que Yann explique et commente dans son ouvrage. Alors, chers auditeurs, même si vous ne connaissez pas Rousseau, même si vous n'en avez jamais lu une seule ligne, ne vous éloignez pas. Les extraits dont Yann va nous parler sont assez courts, suffisamment courts pour ne pas décourager l'attention. Et nous les reproduirons d'ailleurs dans le texte qui accompagnera le podcast de cette émission, afin que vous puissiez vous-même les relire. Et comme nous allons le voir, ces textes n'intéressent pas seulement l'érudit, le connaisseur, le spécialiste, ils parlent à tout le monde. Ils sont d'une étonnante actualité. Alors, voici ces textes. Le premier est extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Le commentaire qu'en fait Yann s'insère dans son 2e chapitre, le Moi. On présente généralement cet extrait en lui donnant pour titre « Le contrat du riche ». Et le deuxième est un extrait assez différent. Il se trouve dans la 2e promenade des rêveries du promeneur solitaire, la dernière œuvre de Rousseau, écrite en 1778. Abordons le fameux contrat du riche. Est-ce que tu peux d'abord présenter le texte, le situer pour notre auditeur qui, bien sûr, n'a pas ta connaissance de l'œuvre de Rousseau? On va essayer. Et donc, on est en effet donc dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dans la seconde partie. Et c'est le moment où Rousseau va décrire l'homme, la liberté qu'il est, entrant dans l'histoire, c'est-à-dire à la rencontre et du monde d'où il tire ses moyens de subsistance, en particulier la terre, et puis à la rencontre des autres. Et donc l'homme arrivant dans l'histoire. Et alors ça s'est passé, c'est comme ça que commence la 2e partie du discours. Ça s'est passé par un drame. Ça a commencé sous la forme d'un véritable drame. C'est le drame du geste de l'appropriation. Le moment où un individu, après avoir régulièrement cultivé et tiré sa subsistance d'un terrain, va finalement décréter qu'il en est le seul à pouvoir bénéficier, qu'il est le seul à pouvoir bénéficier de ce terrain. C'est le moment du « ceci est à moi » que je propose de lire comme une sorte d'équation mathématique qui finit par désigner « ceci est moi » et moi je ne suis que ceci, ce terrain, donc un signe égal, avec ce risque majeur que prend cet individu quand il fait cette déclaration. Et la déclaration est accompagnée d'une clôture, donc d'un geste qui est assez violent. Le grand risque qu'il prend, c'est de s'identifier, lui qui est liberté, qui n'est pas, on l'a dit tout à l'heure, qui ne relève d'aucune réalité physique, biologique, psychologique, etc. Eh ben, il va s'identifier à quelque chose, et ça va produire, ça va avoir des conséquences désastreuses. Donc ça a commencé l'histoire sous la forme de l'appropriation. Cette appropriation, puisqu'il y a eu clôture, est une exclusion en réalité, et l'exclusion va diviser la communauté des hommes qui sont là en 2 catégories, quelques possédants et puis tous les autres qui n'ont pas été assez rapides pour eux-mêmes clôturer un terrain à leur profit, tous les autres que Rousseau désigne comme des surnuméraires. Et alors ce premier geste violent d'appropriation et d'exclusion va entraîner une situation de concurrence, de rivalité, d'hostilité générale, et nous voilà dans un tableau terrible de guerre de tous contre tous.
Et à ce moment-là arrive un deuxième moment dans l'histoire, c'est le moment de ce que Rousseau désigne comme le projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l'esprit humain. C'est donc le contrat du riche. Alors, les surnuméraires, c'est ceux qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Et dont Rousseau dit, ils n'ont que deux possibilités, ou voler, ou travailler pour d'autres. C'est-à-dire, parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont rien, voilà. Ils ne sont rien. Et du coup, ils ne sont rien. Alors, lisons le texte. Dans cette vue, après avoir exposé à ses voisins l'horreur d'une situation qui les armait tous les uns contre les autres, qui leur rendait leur possession aussi onéreuse que leurs besoins, et où nul ne trouvait sa sûreté ni dans la pauvreté ni dans la richesse, il inventa aisément des raisons spécieuses pour les amener à son but. « Unissons-nous, leur dit-il, pour garantir de l'oppression les faibles, contenir les ambitieux et assurer à chacun la possession de ce qui lui appartient. Instituons des règlements de justice et de paix auxquels tous soient obligés de se conformer, qui ne fassent exception de personne et qui réparent en quelque sorte les caprices de la fortune en soumettant également le puissant et le faible à des devoirs mutuels. En un mot, au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir suprême qui nous gouverne selon de sages lois, qui protège et défend tous les membres de l'association, repousse les ennemis communs et nous maintiennent dans une concorde éternelle. » Alors, en quoi ce texte, selon tes termes, est-il étonnant, audacieux, et en quoi ce texte peut-il toujours, aujourd'hui encore, nous parler ? Alors, donc, c'est le personnage du riche qui prend la parole, et il a un projet, il a un double projet. D'une part, il faut mettre fin à l'hostilité générale, parce que lui, il est doublement fragile, il risque non seulement sa vie, mais ses biens. Les biens auxquels il a dangereusement lié sa vie au moment de l'appropriation. Et alors, il va faire cette proposition inouïe qui consiste à tenter de rester le maître, mais à un moindre prix. Et la solution pour rester le maître à un moindre prix, je signale que dans le contrat social, Rousseau dit c'est impossible de rester le maître. On ne peut jamais rester le maître. C'est logiquement pas tenable. Mais bon, lui, il le tente, rester le maître au moindre prix, et il va avoir cette idée qui consiste à instaurer un pouvoir. Alors, le paradoxe qu'on va décrire rapidement, c'est que ce pouvoir qui prétend mettre fin à l'hostilité n'est autre, en réalité, n'est rien d'autre que la continuation de la guerre par d'autres moyens, en fait. Voilà. Alors, quelle va être la façon dont il va procéder ? On va commenter ce texte en répondant à quelques questions très simplement. Qui prend l'initiative ? On a dit le riche. Son problème, sa vie, ses biens. Et son projet, donc, c'est de tenter de survivre dans une histoire qui a commencé avec la violence de l'appropriation. Qui ? C'est lui. Pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Pour en finir avec l'état de guerre, parce qu'il risque et sa vie et ses biens. Et l'objectif, pourquoi c'est aussi l'objectif, c'est pas seulement quelle est la cause, mais c'est l'objectif, maintenir le statu quo. C'est ce point qui est tout à fait essentiel. Autrement dit, on ne va pas revenir sur l'appropriation et l'exclusion. On va simplement faire en sorte que elle ne tourne pas à l'hostilité, que ça ne donne pas lieu à l'hostilité. On va tenter de maintenir le statu quo, c'est-à-dire de maintenir l'état de l'inégalité parmi les hommes, produite par l'appropriation,
Alors, ça va supposer le sacrifice d'une partie de la puissance, de la force et des biens, sacrifice d'une partie de cette puissance. Il s'agit donc non pas d'éliminer les effets de la puissance, mais d'une certaine manière de les contenir. Je dis, je crois un moment, c'est qu'on va imposer une loi à la puissance pour maintenir la loi de la puissance. Quelque chose comme ça. Voilà le pourquoi. Qui, pourquoi ? Donc sauver le statu quo, maintenir la loi de l'inégalité d'une certaine manière. Et comment ? Eh bien comment en instaurant un pouvoir et par quels moyens ? Eh bien par le moyen d'une ruse en fait. D'accord ? Donc le discours du riche, en réalité, qui annonce une concorde éternelle, c'est presque ironique, dernière formule du texte, en fait, c'est une sorte d'escroquerie. Ça revient, Rousseau le dira explicitement dans ces termes un peu plus loin dans le texte. Les paragraphes qui suivent, il faut les lire aussi parce qu'ils sont très très impressionnants. Ça revient à avoir réussi à transformer une usurpation en un droit, à légitimer l'usurpation. Et un mot rapide, cette situation d'instauration d'un pouvoir pour légitimer une expropriation, une exclusion, une violence en fait, eh bien ça va se multiplier. On arrive à un moment de l'histoire où vont se créer ce que Rousseau appelle des sociétés politiques, des sociétés avec des pouvoirs et des lois qui vont entrer en rivalité, et nous voilà dans un nouveau cycle d'hostilité et de violence. Oui, mais comment le riche, il s'adresse aussi aux pauvres pour établir ce pacte. Absolument. Et les pauvres aussi ont quelque chose à perdre. Oui. Absolument. Le résultat de ce discours, c'est que tous l'acceptent. Et arrive dans le texte ce terme, voilà la lecture, la façon de se laisser surprendre par l'écriture et par les termes, arrive ce terme dont il faut s'inquiéter tout d'un coup, mais tous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce tous ? De qui s'agit-il ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, en effet, le riche, il fait sa proposition de pouvoir, d'organisation d'un pouvoir politique, à tous, à ses voisins, qui sont d'autres possédants, mais aussi à ceux qui ne sont pas possédants, et qui vont accourir parce qu'ils vont croire, en fait, ils vont accepter et accourir parce qu'ils vont croire à la proposition selon laquelle ils vont ainsi, parce que ce qu'ils ont à perdre, c'est leur vie dans la guerre, ils vont ainsi y gagner la pacification de la situation. Ce que Rousseau a montré, c'est que elle ne sera pas du tout pacifiée, elle sera peut-être même la violence. Et dans les sociétés et entre les sociétés sera peut-être même encore plus grave, plus pénible, plus cruel que dans les étapes précédentes. Et la conclusion va pas être, c'est très intéressant, la fin, on arrive à la fin du discours, la conclusion ne sera pas une sorte de pessimisme, alors donc il faut tirer l'échelle, quoi. Enfin, donc il y a rien à espérer de la société des hommes. Rousseau termine avec un autre mot, eh bien, ce tous, c'est tous qui arrivent, qui entrent en scène, et à qui il a bien fallu s'adresser, et qui ont fini par croire au discours qu'on a tenu à leur égard, qu'on leur a adressé, eh bien, ils vont pas du tout perdre leur liberté. Ce qui va se passer, c'est que ils vont désormais faire l'expérience de leur liberté. Et le mot expérience entre dans le discours, dans le texte de Rousseau. L'histoire va devenir, pour nous les hommes, pour nous tous, et pas seulement pour les possédants, l'histoire va devenir l'expérience de la liberté.
Oui, mais une petite question tout de même. C'est, si j'ai bien compris, le droit, tel qu'il apparaît dans l'histoire, c'est d'abord une supercherie. Oui. C'est une supercherie et, alors, première question, est-ce qu'il est condamné à demeurer une supercherie ? Ça, c'est la première question. Et puis, j'en ajouterai une autre. L'argument de la paix, qui est mis en avant systématiquement par le privilégié, par le riche, en séduisant ainsi le pauvre. Tu as aussi intérêt, toi, à ce pacte, si tu veux pouvoir rester en vie. Est-ce que cet argument de la paix n'est pas surtout invoqué pour maintenir l'ordre établi, pour stabiliser un rapport de force en faveur du privilégié, au fond pour conforter les privilèges du riche. Et est-ce que ça n'a pas ici quelques résonances avec l'histoire, avec l'actualité ? Je te laisse parler. Tout à fait. Alors, sur le premier point, c'est très important. Le droit, le droit que propose le riche n'est qu'en effet, comme tu le dis, une supercherie. Donc, ça n'a rien à voir avec un droit authentique qui supposerait une réciprocité, etc. Ça ne veut pas dire que le droit reste une supercherie ou ne peut être que une supercherie. Quand les libertés vont se réunir pour prêter ensemble et réciproquement et mutuellement le serment de la non-domination, le contrat social, le pacte social, à ce moment-là, cette communauté d'hommes libres qui se réunissent pour décider de se respecter en tant qu'être libres, c'est ça le pacte, c'est pas autre chose, alors ils vont dicter des mesures qui constitueront un droit authentique. Ça, c'est sur le premier point. Sur le second point, je suis d'accord avec toi, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la paix, c'est pas, ne se réduit pas à ce discours lénifiant, enfin, qui consiste à dire mais vous allez voir avec moi, ça va enfin être pacifié. Rousseau, s'il y en a un qui décrit dans des termes d'une sévérité incroyable, il a écrit un texte très court sur l'état de guerre. Il décrit avec une sévérité la manière dont les discours sur la paix se transforment en cruauté. Enfin, et donc, en effet, la paix, ça ne peut, personne ne peut garantir la paix. Elle ne peut se développer qu'au pluriel, justement. Et donc, elle doit être une décision partagée. Sinon, ça ne peut pas être la paix. Si c'est la décision des uns adressée aux autres, y compris dans la langue la plus fleurie et la plus sympathique... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le mot « concorde », qui désigne une véritable paix, est ici ironiquement utilisé par Rousseau. Oui, je crois que... Parce que c'est pas une véritable concorde. Non, c'est vraiment pas une concorde. C'est une paix qui masque au fond un rapport de force. Dans les lignes qui suivent immédiatement, Rousseau décrit que ça va être... on arrive dans une deuxième spirale de l'histoire, et là, la situation est encore pire même qu'entre les propriétaires. Alors, nous passerons pour notre dernière partie au deuxième texte, mais nous allons peut-être maintenant faire une petite pause musicale. Allons danser tous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser tous les ormeaux, qu'allons brûler vos chalumeaux. Allons danser tous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser tous les ormeaux, qu'allons brûler vos chalumeaux. Répétons une chansonnette, et pour avoir le cœur joyeux, dansons avec nos amoureux. Et restons jamais seulettes, allons danser tous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser sous les ormeaux, qu'allons brûler vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser sous les ormeaux, qu'allons brûler vos chalumeaux. À la ville, on fait bien plus de fracas, que sont-ils aussi gais dans leurs ébats. Tout le monde, les îles César, s'en pas, tout le concert va le prix en misette. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser sous les ormeaux, galons prenez vos chalumeaux. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeunes fillettes. Allons danser sous les ormeaux, galons prenez vos chalumeaux.
Abordons donc le deuxième texte, extrait cette fois de la deuxième promenade des rêveries du promeneur solitaire. Alors, apparemment, ce texte est d'un registre très très différent du premier. On pourrait dire qu'il a une tonalité plus littéraire. Et d'ailleurs, c'est au point qu'on peut se demander s'il y a une unité de l'œuvre de Rousseau. Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté un Rousseau démonstratif, celui du contrat social, et puis de l'autre côté un Rousseau littérateur qui aime épancher son cœur. Enfin, c'est comme ça souvent qu'il a été présenté. Alors, tu pourras sans doute mieux répondre après la lecture de ce second extrait. Est-ce que tu peux d'abord le situer pour notre auditeur ? Donc, les rêveries du promeneur solitaire, s'il y a une œuvre qui est comme le contrat social, en fait. Alors là, c'est un peu dans les deux extrêmes, finalement. Le premier est assez rigoureux. La deuxième œuvre, les rêveries du promeneur solitaire, c'est une œuvre, c'est une invention d'écriture. On n'a jamais, ni avant ni après d'ailleurs, écrit de la sorte. Et donc Rousseau, en réalité, propose une série de méditations, et parfois sur des points tout à fait philosophiquement très très importants, une série de méditations qu'il dit avoir développées au cours de ses promenades, et sur des registres, les uns et les autres, complètement différents. Voilà, je vais pas en dire plus pour pas être trop long. Et alors, la deuxième promenade, c'est ce dont Rousseau parle, c'est d'un accident, d'une situation qui lui est réellement arrivée. Il a eu un accident, en fait. Il herborisait, donc il est allé à la campagne. À l'époque, la campagne, c'était Ménilmontant. Et quand il rentre avec les herbes qu'il a cueillies pour les mettre dans ses beaux herbiers, il est renversé par un chien, il tombe et il perd connaissance. Et puis il revient à la conscience avec des gens qui viennent l'aider. Et là, il décrit le moment où il reprend conscience. Je lis le texte. Le carrosse auquel appartenait le chien suivait immédiatement, et m'aurait passé sur le corps si le cocher n'eût à l'instant retenu ses chevaux. Voilà ce que j'appris par le récit de ceux qui m'avaient relevé et qui me soutenaient encore lorsque je revins à moi. L'état auquel je me trouvais dans cet instant est trop singulier pour n'en pas faire ici la description. La nuit s'avançait. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang, comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant, auquel chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus. Voilà, à chaque fois que je le relis, je pourrais peut-être le réciter, c'est quand même toujours avec autant de plaisir, vraiment. Quand même des textes superbes. Les rêveries, il faut les lire pour ça aussi. C'est un des sommets de la langue française. Texte musical. Musical, un des sommets de la prose en langue française. Alors, de quoi s'agit-il ? L'état auquel je me trouvais. Le moment où Rousseau reprend conscience, il le décrit parce que c'est l'occasion de décrire en quoi consiste la condition qui est la nôtre. Il est en train de se la réapproprier, cette condition d'être libre.
sur ce point, on peut répondre à la question que tu posais. C'est là l'unité de l'œuvre de Rousseau. Il part en 1750-55 sur l'hypothèse de la liberté, et en 1778, à la fin, dans son dernier ouvrage, eh bien, il revient sur mais en quoi consiste cette liberté ? En quoi consiste l'expérience de cette liberté ? Est-ce que je peux décrire l'expérience de cette liberté ? Eh bien, la réponse, c'est ce texte. Elle est dans ce texte. Alors, de quelle expérience s'agit-il ? Eh bien, ce que Rousseau semble vouloir décrire, c'est que l'être libre, ça consiste en une rencontre. Être libre, c'est rencontrer. C'est rencontrer le monde et les autres, parce que dans les rêveries du promeneur solitaire, il y a là la rencontre du monde, mais dans d'autres rêveries, dans d'autres promenades, il y a des rencontres de personnages, c'est toujours très beau, des enfants, etc. Donc la liberté consiste dans l'expérience de la rencontre. Elle est tout entière expérience de la rencontre. Il s'agit de rencontrer le monde et de s'en émerveiller. D'où le très beau j'aperçus, je suis celui qui aperçut, j'aperçus le ciel, un peu de verdure, quelques étoiles, un peu de verdure. Le ciel, quelques étoiles, un peu de verdure. Il y a une espèce de courbe qui descend du ciel, qui retombe jusqu'à la verdure. Et Rousseau ajoute, c'est ça la rencontre, c'est quand même très profond, ça sera développé davantage en fait dans des textes de philosophie contemporaine. La liberté, ça consiste à échanger son être avec les êtres que je rencontre, mon être avec ceux que je rencontre. Je reçois mon existence du ciel, de quelques étoiles et d'un peu de verdure, et ce ciel, cette voûte étoilée et cette verdure, eh bien, à mon tour, je les remplis de ma légère existence. Donc la rencontre est une authentique rencontre, c'est un échange d'existence. Ça, c'est un premier point. Et le second point qui est très frappant dans ce texte, dans ce beau texte, donc voilà, je suis celui qui reçoit son être du monde merveilleux qu'il aperçoit et qui, en échange, donne à ce monde merveilleux son être, le rend visible pour tous. Et le deuxième point, c'est que cet être libre que je suis, Rousseau tient à préciser, et ça occupe pratiquement la deuxième moitié du paragraphe, que ce n'est pas un être individuel. Je n'avais aucune notion de mon individu. Je ne sais même pas qui je suis, mais c'est pas être libre, c'est pas d'abord avoir un état civil, des papiers d'identité, une profession, un statut, des décorations, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Pas être quelqu'un. C'est pas être quelqu'un, voilà, entre guillemets. Être libre, c'est avoir, c'est vivre cet échange de cette rencontre et cet échange d'existence. Et donc aucune notion de mon individu. Il le dit dans des termes qui sont très, très étonnants, je trouve. Et enfin, le dernier point, ce sont les derniers mots de ce paragraphe, ce superbe paragraphe. Cette expérience est absolument merveilleuse. C'est-à-dire, je ne me souviens pas de plaisir si grand que celui que j'ai éprouvé à l'occasion de ce réveil, de cette prise de conscience. Un moment de plénitude. Un moment de plénitude, un moment de grand de plaisir. Le mot plaisir est là, et c'est important parce que donc on est très loin des vicissitudes, voire des horreurs de l'histoire que Rousseau est parmi ceux qui ont su les décrire et les dénoncer. Autrement dit, ce n'est pas rien que d'imaginer une histoire qui soit à la hauteur de cette liberté, de cette rencontre, de cet émerveillement. Imaginer une histoire qui soit à la hauteur de cette expérience,
après tout, ce n'est pas rien. Ça mérite qu'on y travaille. C'est possible. Et c'est possible. Alors, merci beaucoup Yann. L'émission touche maintenant à sa fin. Je te remercie pour cet entretien. Je recommande vivement à nos auditeurs de lire ton ouvrage, de l'acheter. J'en rappelle le titre. Jean-Jacques Rousseau, Manière d'écrire et manière d'être, aux éditions Les Grands Détroits. Nouvelle édition qui vient de se lancer. Yann Mouton me fait l'honneur et l'amitié d'intervenir tous les ans dans le cadre de l'Association populaire de philosophie du Havre, Philopop. Nous partageons tous les deux la conviction qu'il est indispensable de développer des lieux où s'exerce la réflexion philosophique, pas seulement dans le cadre de cénacles, de spécialistes, de professeurs de philosophie, et sans pour autant tomber dans une vulgarisation qui dénature cette réflexion et la transforme en un prêt-à-penser. C'est effectivement ce que nous essayons de faire, chacun à notre niveau. Chers auditeurs de Westrack, je vous remercie, nous vous remercions de votre attention. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous pourrez la réécouter en accédant à son podcast sur le site de Westrack. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe de Westrack à cette occasion. Merci beaucoup. Le podcast sera accompagné d'un texte de présentation où figureront les 2 extraits de Rousseau que nous avons lus. Et vous trouverez aussi sur ce texte de présentation le lien qui vous permet d'accéder au site de l'association Philopop et vous pourrez ainsi prendre connaissance de ses activités. Je vous dis à tous à très bientôt. Portez-vous bien.